Je m'excuse pour ce fin d'année, on fait un peu beaucoup de vidéos blabla, donc voici une vidéo blabla de plus. Qu'est-ce que j'appelle les vidéos blabla? Les vidéos blabla sont les vidéos où je parle et je fais quasiment que parler. Il y aura très peu d'exemples visuels. Vous pouvez donc la mettre en fond et faire autre chose en même temps. Ça s'écoute comme un podcast. Je vais quand même tenir dans mes mains l'appareil qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le Canon 5D Mark IV. Mais je vais pas montrer grand chose au sujet de l'appareil. Et si je ne montre pas grand chose de l'appareil aujourd'hui, c'est parce que ceci n'est pas vraiment une présentation. C'est plus un avis qui me concerne moi et qui peut peut-être vous donner des pistes sur s'il faut oui ou non investir dans cet appareil pour 2025. Vu que le 5D Mark IV est un boîtier qui commence à dater, on trouve énormément de ressources dessus sur internet, c'est même un appareil qui est très bien documenté. Et c'est un appareil qui, personnellement, m'avait pas tant que ça intéressé à l'époque, que j'ai fini par tester. J'ai fini par tester en fin d'année passée, voire même en fin 2022, je sais plus. Et c'est l'appareil préféré que j'ai utilisé. Objectivement, c'est probablement un des meilleurs appareils que j'ai pour le genre de photos que je fais. Et c'est un appareil qui est très unique parce que c'est un peu le dernier réflexe que Canon a produit, le dernier réflexe haut de gamme qui n'est pas un modèle sport en tout cas, et on n'aura très certainement jamais de successeur à ce 5D Mark IV, ce qui m'attriste énormément parce que c'est vraiment un appareil qui est tellement agréable et facile à utiliser que pour moi c'est vraiment très difficile de me faire à l'idée que c'est maintenant fini, qu'on est obligé, si on veut rester sur de l'équipement moderne et actuel, de passer aux hybrides avec maintenant le tout nouveau R5 Mark II. Cette vidéo vient faire suite à deux vidéos déjà postées sur cette chaîne YouTube qui commencent un peu à dater, que je vous force pas à les re-regarder, mais la première vidéo qui a démarré cette série, c'est ma vidéo sur le Canon 5D Mark III, un appareil photo que j'ai acheté parce que je trouvais ça rigolo en 2022 et qui m'a totalement fait changer mon point de vue sur la photographie numérique aujourd'hui. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses qui ont inspiré énormément de contenu sur cette chaîne YouTube ces dernières années. Celles et ceux qui connaissent la chaîne YouTube depuis le temps, vous savez que j'aime beaucoup le débat hybride versus réflexe. Un débat qui est presque stérile aujourd'hui puisqu'on sait que l'hybride a gagné et on sait que le réflexe c'est fini. Chose qui me déprime énormément parce que c'est que avec la découverte, la redécouverte du réflexe que j'ai fait en 2022 avec ce fameux 5D Mark III que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne détestais pas la photo numérique. Comme beaucoup de jeunes de mon âge, j'ai découvert la photographie avec le numérique il y a plus de 10 ans. Je suis toujours et je reste très curieux du matériel photographique. J'aime tester, j'aime posséder, j'aime avoir plein d'appareils de plein de marques. Je suis pour toutes les marques. Et il n'y a aucune raison pour moi de ne pas continuer à tester des produits. C'est ce que j'aime faire, c'est pour ça que cette chaîne YouTube est très orientée sur le côté matériel. Malgré le fait que cette chaîne YouTube est très orientée sur le côté matériel, j'essaye à chaque fois de glisser une petite morale, comme quoi que le matos que vous utilisez, en fait, n'importe pas tant que ça. Une fois que vos photos sont imprimées et exposées dans une galerie, personne ne va se demander réellement avec quoi ça a été pris. Enfin bref, je divague déjà beaucoup trop. Cette vidéo fait aussi suite à ma vidéo blabla sur le Canon 5D SR. Une de mes vidéos qui est le plus regardée en ce moment, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi ces derniers temps, j'ai pas mal de gens qui viennent commenter encore sur cette vidéo qui a pourtant déjà 2 ans. Il faut savoir que c'est une personne spécifique dans les commentaires de cette vidéo qui m'a suggéré de tester le 5D Mark IV pour pouvoir comparer avec le 5D SR plus objectivement, en ayant vraiment pris en main les deux. Et c'est pour ça que je vais commencer cette vidéo aujourd'hui sur notre ami le Canon EOS 5D Mark IV par parler de son frère, le Canon EOS 5DS et 5DSR, qui sont des boîtiers que j'ai possédés depuis 2016 et que je n'ai plus parce que j'ai le 5D Mark IV. Et il est vrai, je trouve qu'il est très difficile de justifier l'utilisation d'un 5DSR quand on a un 5D Mark IV sous la main. Selon moi, le 5D Mark IV est en tout point une évolution du 5DSR et il y a vraiment très peu de raisons qui peuvent vous donner envie à continuer d'utiliser le 5DSR à côté du 5D Mark IV. Et étant donné que sur le marché d'occasion, ces deux boîtiers ont un prix un peu kiff-kiff, je ne peux que et uniquement vous recommander d'acheter un Mark IV plutôt qu'un 5DSR puisque c'est en tout point un appareil plus récent et ça se ressent. Malgré le fait qu'il y ait qu'1 an d'écart entre les deux, la différenciation générationnelle est plus grande qu'entre le 5DSR et le 5D Mark III. Le 5DSR qui est sorti en 2015, c'est vraiment totalement un 5D Mark III avec un nouveau capteur, alors que le 5D Mark IV qui est sorti en 2016 est vraiment un boîtier plus récent. Et ça se ressent sur quasiment tous les aspects. J'ai vraiment l'impression que quasi tout fonctionne mieux sur ce 5D Mark IV
que sur le 5DSR. Le vrai et gros avantage du 5DSR, on le sait, c'est ce fameux capteur de 50 millions de pixels qui est encore aujourd'hui, 8 ans plus tard, le capteur plus haute résolution que Canon n'a jamais mis dans un de ses appareils grand public. Et si le fait que le 5DSR a la résolution la plus élevée chez Canon peut vous paraître alléchant, peut vous paraître être quelque chose de bien ou une qualité qu'on remarque, il faut se rendre à l'évidence que les pixels ça fait absolument pas tout et que le capteur du 5DSR est franchement pas très bon à côté de celui du 5D Mark IV. Le 5DSR a beaucoup été critiqué à sa sortie pour son rendu un peu granuleux et c'est quelque chose que j'ai mentionné dans ma vidéo précédente. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que je voulais dire par là, donc je vais réexpliquer, mais le 5DSR fait des fichiers qui sont extrêmement bruités et ce même à des ISO très bas. Voilà. Et là, il y a des gens qui vont me dire, mais non, j'ai un 5DSR et je fais des photos qui sont parfaitement propres, je vois pas où est le problème. Par défaut, le 5DSR vous cache ce bruit. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment très très bas, il est dans les ombres, bien sûr. Et tant que vous ne relevez pas les ombres en post sur le fichier RAW, vous n'aurez pas de problème. Le 5DSR reste un appareil très compétent qui fait des fichiers très haute qualité. Ne me faites pas dire le contraire. Cependant, si vous exposez pas juste et que vous devez, en post-production, tenter de rattraper le fichier d'une façon ou d'une autre, vous vous retrouverez très vite avec des fichiers qui sont pas beaux parce que le 5DSR est vraiment très figé dans ce qui a été capturé et ce qu'on peut avoir sur le JPEG malgré des fichiers RAW qui sont lourds. En fait, les fichiers RAW ne sont pas du tout autant malléables que sur le 5D Mark IV et sur d'autres boîtiers plus récents. Le 5D Mark IV, si vous sous-exposez et que vous venez rattraper de 2, 3, voire 4 diaph en post, c'est pas un souci, les images sont toujours très belles, très propres. Le 5DSR, c'est vraiment pas ça. Le 5DSR, si vous sous-exposez même de 1 diaph et que vous tentez de rattraper, vous vous retrouverez avec des fichiers qui sont bruités parce que, voilà, c'est un capteur comme ça qui ne supporte simplement pas autant de manipulation de ces fichiers. Voilà, c'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Faut avoir eu les deux boîtiers en main pour se rendre compte de ça. Si on regarde comme ça, basé sur les fichiers JPEG uniquement, le 5DSR produit des fichiers qui sont tout aussi propres en ISO élevé que le 5D Mark IV, mais c'est quand on se retrouve à devoir retoucher beaucoup qu'effectivement on obtient des résultats très différents. Ce qui fait que le 5DSR est peut-être plus idéal pour quelqu'un qui fait de la photographie paysage ou studio, où la lumière est parfaitement maîtrisée et où l'exposition est maîtrisée. Sincèrement, le 5DSR a aussi une assez petite plage dynamique pour un Canon. Et c'est assez difficile de ne pas trop cramer les hautes lumières, surtout quand on ne peut pas récupérer de détails dans les ombres. Donc il faut faire plusieurs expositions et les mélanger. Quelque chose que les gens qui font du paysage font de toute façon, je pense. Le 5DSR est un très bon boîtier pour le paysage, c'est un très bon boîtier pour le studio et le portrait, je pense. Personnellement, pour ce que je fais, le 5D Mark IV est hautement supérieur. Il est supérieur dans tous les autres domaines. Les couleurs sont beaucoup plus belles dans Lightroom depuis les fichiers RAW, mais sont aussi plus belles sur les JPEG, selon moi. Les dégradés dans les hautes lumières sont bien plus magnifiques, bien plus proches de la pellicule, bien plus agréables, selon moi. Genre, ça crame pas aussi vite les blancs comme le 5DSR. Et puis la réalité, c'est que les fichiers de 30 millions de pixels sont tellement plus faciles à employer, à utiliser, à uploader, à retoucher que les fichiers de 50 millions de pixels. Moi, je suis un peu quelqu'un qui vous dira, qui répétera que c'est pas nécessaire d'avoir tant de pixels que ça, que ok, 20 millions de pixels, c'est peut-être un petit peu bas, mais 30, c'est pas mal, et que c'est difficile de réellement justifier 50 ou plus. Si vous faites des types de travaux où vous justifiez réellement, où c'est facile pour vous de justifier des mégapixels plus élevés, eh ben grand bien vous fasse, et je veux bien que vous expliquiez ça dans les commentaires en dessous, parce que c'est intéressant, ça peut être un point de vue qui peut être intéressant, mais personnellement, pour les photos que je fais, j'ai appris à travailler avec des résolutions très basses, et pour moi, souvent moins de pixels, ça se traduit par des images qui sont plus belles et plus facilement accessibles, et c'est aussi moins pénible, ça prend moins de place sur les disques durs, ça prend moins de place sur les cartes mémoire, c'est plus rapide à retoucher, etc., etc. Puis sans oublier la simple et bonne physique que quand il y a moins de pixels sur un capteur, les pixels sont plus gros. Et quand les pixels sont plus gros, ils sont plus à même de capter un signal vide de bruit avec des meilleures nuances dans les couleurs, etc., etc. Le 5D Mark IV est un réflexe, et comme tout bon réflexe, l'autofocus commence vraiment à se faire vieille comparé aux boîtiers hybrides aujourd'hui. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je mentionne ça dans une vidéo qui parle de réflexe, j'ai toujours deux réactions dans mes commentaires, deux réactions, mais j'ai jamais la réaction entre deux. C'est toujours les deux extrêmes. Soit va y avoir les utilisateurs de réflexe qui diront « Eh mais tu dis de la merde, l'autofocus là-dessus elle est super bien, à l'époque où c'est sorti c'était ce qui se faisait de mieux ». Et ensuite t'as l'autre type d'utilisateur, à savoir l'utilisateur d'hybride qui va me dire oui, effectivement, ces réflexes, c'est vraiment de la merde comparé à ce qu'on fait avec les hybrides, patati patata. Les deux sont vrais,
Les deux sont vrais. Les deux, vous avez raison. Je peux te donner raison ni à l'un ni à l'autre, mais aussi aux deux en même temps. Parce que oui, ce réflexe comme celui-ci est très performant pour un réflexe, mais non, il n'arrive pas à la cheville de ce qu'on fait avec un R5. Il n'arrive pas à la cheville de ce qu'on fait avec un R5. Dans la plupart des situations, en tout cas. Si vous savez utiliser l'autofocus d'un appareil comme ça, vous verrez que c'est pas du tout un problème. Ça peut ne pas être un problème. Ça dépend quel type de photo vous faites. Mais on a des photographes qui font du sport, on a des photographes qui font de la prise de vue animalière, qui ont produit des images d'extrêmement haute qualité, il y a déjà plus de 15 ans, avec des boîtiers plus basiques que celui-ci. Vous avez pas tellement d'excuses avec vos R5 de rater des images en fait, parce que vraiment vous l'avez facile comparé à ce qu'on fait avec ça. Cependant, ça dépend quel style vous faites. Si on est habitué à l'utilisation d'un réflexe, on va pas du tout être dérouté avec un 5D, on est même bien à la maison, c'est même, comme j'ai dit, dans les meilleurs réflexes qu'on a en fait jamais fait. Si par contre on est trop habitué à l'autofocus hybride, alors ça va faire très difficile de retourner à ça, et ça a été difficile pour moi, il y a eu un petit temps d'adaptation quand je suis retourné au premier 5D, après avoir justement utilisé un R5 pendant presque une année. J'ai toujours un R5, hein, mais je l'utilise pas parce que jamais j'ai envie de prendre le R5 avec moi dehors comme j'ai envie de prendre le 5D. Et ça, c'est grandement dû au viseur optique, mais c'est aussi dû à la prise en main, les boutons et tout. Cet appareil est absolument sublime et agréable comme jamais. Je l'ai dit et je l'ai répété déjà plein de fois, il s'agit d'un des meilleurs appareils photo réflexe qu'on a jamais fait. Et c'est probablement le meilleur réflexe qu'on va jamais faire, puisque apparemment c'est complètement fini. Et j'ai trop peur qu'il pète, parce que je sais pas si je pourrais le faire réparer, et je sais pas si j'en trouverai un autre. Il y en a plein sur le marché actuellement, mais pendant combien de temps encore? Et là, le mien, il est déjà à 270 000 actuations. Donc il est bien du tout plus sous garantie. Cette phrase ne veut rien dire. Il n'est plus du tout sous garantie. Je sais pas ce qu'il faut que je présente de plus sur ce 5D, honnêtement. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas besoin de parler du 5D plus que ça. C'est un boîtier que tout le monde connaît et que tout le monde a... Tout le monde a déjà dans sa vie touché un 5D, non? Je peux répondre à la question pourquoi Canon? Pourquoi je suis toujours en train de parler de Canon? Je sais pas pourquoi j'aime autant Canon. Mais le truc qui est pratique aujourd'hui, qui fait que j'utilise Canon autant que... Enfin plus, que j'ai plus d'objectifs Canon que n'importe quelle autre marque, c'est que Canon fait à la fois des bonnes caméras et de bons appareils photo. Et je peux partager les objectifs nativement, sans trop d'adaptateurs, sans rien de bizarre. Ça fonctionne avec autofocus, c'est important pour moi. C'est pour ça que j'aime autant les systèmes Canon et que je suis autant investi chez Canon. Du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de boîtiers Canon. Combien de boîtiers Canon j'ai actuellement? J'ai 3 5D, j'ai le 6D et j'ai le 100D. J'ai 5 boîtiers Canon. Oh, puis j'ai le R5. J'ai 6 boîtiers Canon. Oh, puis j'ai la caméra. J'ai 7 boîtiers Canon. Et je dois avoir une vingtaine d'objectifs. Les objectifs EF, en ce moment, pour ces 5D, c'est les meilleurs objectifs que vous pouvez acheter. Parce qu'ils sont tellement moins chers que les objectifs hybrides, hein, vu qu'ils sont complètement démodés. Mais ça reste des optiques qui sont souvent très bonnes, pas excellentes, pas du tout au niveau de ce qu'on fait aujourd'hui, non. Mais qui sont très bonnes, surtout si vous achetez des séries L. On peut se trouver avec des objectifs assez banger, comme on dit, hein. Le fameux 50 mm 1.8 STM de chez Canon, qui coûte 100 francs neuf, et qui procure une qualité optique qui est plus que satisfaisante, même parfaitement bonne en fait, même relativement bonne pour le prix. Le truc qui est autant important pour moi avec ce 5D, c'est qu'en fait, des fois, je sors en famille, avec des amis, faire des balades, faire aller à la forêt, faire des trucs, et je prends pas d'appareil avec moi. Voilà. De moins en moins, je prends un appareil avec moi. Quand j'étais jeune, j'avais tout le temps mon appareil sur moi. Maintenant, aujourd'hui, un peu moins. Et à chaque fois que j'ai pas mon appareil sur moi, je regrette. Je regrette de ne pas avoir mon appareil sur moi parce que mon œil de photographe va voir des choses que j'aimerais capturer. Et je pourrais les capturer avec mon téléphone, mais j'apprécie pas ça et j'aime pas trop les résultats, surtout depuis quelques années avec comment les iPhones traitent les images, c'est assez abominable selon moi. À chaque fois que je suis sans mon appareil photo et que je me dis putain mon appareil me manque, la première image qui me vient en tête de l'appareil que j'aurais envie d'avoir tout de suite dans les mains et d'utiliser, c'est mon 5D. C'est le premier appareil auquel je pense pour chaque job, mais aussi pour chaque plaisir, pour chaque sortie, pour chaque balade. C'est en fait de loin l'appareil que j'utilise le plus, malgré le fait que ça fait 2 ans que je l'ai, que j'en ai pas parlé une seule fois jusqu'à aujourd'hui. C'est un de mes boîtiers préférés. Et j'avais pas prévu de vous montrer des exemples d'images dans cette vidéo, puisque c'est une vidéo blabla. Mais beaucoup d'images que j'ai prises ces dernières années, beaucoup d'images personnelles, parce que c'est vraiment le boîtier principal que je vais prendre sur les événements familiaux.
parce qu'il est tellement agréable et facile à utiliser que je vais pas me prendre la tête et que je vais pouvoir faire autant de photos que je veux, autant rapidement, et que ça me permet juste de passer un bon moment, c'est toujours le 5D Mark IV, mon boîtier préféré. Alors là, je vous avoue qu'en ce moment, je prends quasiment plus souvent le 6D ou le 5D Mark III avec moi que le 5D Mark IV, juste parce qu'il est à 270 000 actuations. Je l'ai acheté d'occasion, bien sûr, et j'avais pas vu ce chiffre avant de l'acheter. Hein. Bon, il était plus bas hein, quand je l'ai acheté, mais voilà. Du coup, je fais gaffe et j'essaie de l'économiser un peu parce que j'ai pas envie qu'il me pète parce que j'ai pas les moyens de le remplacer tout de suite. J'ai vendu le 5 DSR au passage. Hein. Pas de raison de le garder quand j'ai un 5D Mark IV, ça je l'ai dit. Mais du coup, j'utilise quasiment plus le 5D Mark III que le Mark IV juste parce que mon Mark III a moins d'utilisation et que la qualité du Mark III suffit la plupart du temps. Et je pense qu'un de ces quatre, je me rachèterai un Mark IV en espérant que je suis le seul à réaliser que c'est un boîtier autant excellent. C'est un boîtier que je trouve mieux aujourd'hui que quand il est sorti. Quand il est sorti, il était trop cher pour ce qu'il faisait, puisque la concurrence proposait des performances plus élevées au même prix. Mais aujourd'hui, sur le marché d'occasion, au vu de comment il a baissé, moi je l'ai payé 800 balles. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a autant d'actuation, mais j'en trouve régulièrement pour 800 000 francs. 800 000 francs. 800 ou 1000 francs. Franc suisse, oui, je parle en franc suisse, je suis suisse. Vous n'avez pas remarqué? Quand je parle en franc suisse, vous pouvez traduire euro, parce que franchement, un franc suisse, un euro, à peu près, on n'est pas à ça près. Mais ouais, c'est un boîtier que j'adore. Objectivement, je pense que c'est le meilleur boîtier que je possède, mais si j'ai envie de m'amuser vraiment beaucoup et que ça me dérange pas de prendre un boîtier plus lourd, je pense que mon boîtier préféré numérique resterait quand même mon Pentax 645Z, que vous savez j'adore. Et les fichiers du 645Z sont très intéressants parce qu'ils sont encore plus malléables, encore plus définis et encore plus propres, mais les couleurs sont moins belles. Et la plage dynamique est plus difficile à maîtriser, le Pentax il crame les hautes lumières plus vite et de manière moins jolie et moins esthétique que le Canon. Voilà. Mais niveau expérience et objectivement, et au vu de la quantité d'objectifs que j'ai justement, objectivement, pour ce 5D, c'est très difficile pour moi de penser qu'un appareil puisse être mieux que celui-là. Pour moi. Voilà. C'était la vidéo blabla. Merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt, avant l'année prochaine quand même. J'ai peut-être une autre vidéo blabla qui va venir. Je sais pas. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Au cas où je ne reviens pas tout de suite. Et à bientôt.